Donc aujourd'hui, comme je vous le disais, l'humidité dans la construction, donc avec notre partenaire spécialiste Planaire, donc Michael Guichard. Si vous vous-même vous êtes partenaire spécialiste et vous avez des sujets à nous proposer que vous aimeriez présenter de manière assez concise, donc c'est 1 heure maximum à midi, n'hésitez pas à me contacter directement. On peut tout à fait mettre ça en place en commun. Donc c'est aussi de la publicité pour vous en tant que partenaire spécialiste. Je profite juste de vous présenter quelques nouveautés et événements. Donc, la formation continue pour le printemps, le premier semestre 2021 est maintenant terminée. Ça a eu encore un franc succès. Je vous remercie de votre participation. C'est grâce à vous aussi qu'on peut encore vous en proposer. Pour l'automne 2021, je suis heureuse de vous annoncer que les cours reprennent en présentiel à Lausanne au Tibits, excepté pour un cours qui se donnera en ligne. Mais sinon, tous les cours auront lieu en présentiel et on reprend un format normal, c'est-à-dire de 4 heures de cours, donc avec une pause. Donc, vous aurez aussi l'opportunité de refaire un peu du réseautage, comme ça a été le cas avant Covid. On a un nouveau sujet qui est introduit à l'automne, c'est le bilan thermique SIA 380-1 et consommation réelle, qui sera donné par Marc Girelli, qui est déjà notre conférencier pour les cours de base, le cours de plus de confort estival. Je ne l'ai pas mis sur ce slide, mais vous avez la possibilité maintenant de voir nos conférenciers sur notre site internet. Il y a une page qui leur est dédiée avec quelques petites informations et puis leur visage. Comme ça, vous pouvez mettre des visages sur des noms. Nous avons 15 cours proposés. Donc, pour cette nouvelle session, n'hésitez pas à aller sur l'agenda Énergie SO directement pour vous connecter. Vous pouvez bien entendu passer par notre site internet et ça vous redirigera sur l'agenda Énergie, vu que toutes les inscriptions se font directement en ligne via cette plateforme. Et si vous n'aviez pas encore eu connaissance du nouveau format d'apprentissage en ligne, Minergie Savoir-Faire Compact, c'est une présentation de 15 minutes avec vidéo et petit quiz qui vous permettra justement aussi d'en apprendre beaucoup sur Minergie en peu de temps. Donc, je vous enverrai volontiers cette présentation avec tous les liens qui en font partie. Comme ça, vous pouvez y accéder directement. J'en ai terminé. Je laisse ma place à Michael Guichard donc pour sa présentation. Et puis, je vous souhaite un bon cours. Je suis bien sûr disponible sur le chat en cas de questions. Et puis, je vous souhaite une bonne conférence et je me réjouis d'avance de vos retours en répondant à notre sondage qui vous sera envoyé par email. Merci et Michael, c'est à toi. Oui, merci Marion. Alors, est-ce que tout le monde me voit en grand? Est-ce qu'ils ont une manipulation à faire? Ça a l'air de jouer. Moi, je te vois Alors, sur l'autre ordinateur. Donc... ok. Eh ben, bonjour, bienvenue à tous à cette grande première en Suisse romande, hein, conférence Minergie Savoir-Faire Actuel. Donc, le but, c'est de faire en une petite heure le tour d'horizon d'un thème. Donc, 1 heure, ça va être vite passé. Et puis le thème qu'on aborde aujourd'hui, l'humidité dans la construction, c'est un thème qui est pour certains aspects quand même relativement complexe. Donc c'est pour ça que gardez les micros fermés, les caméras fermées, et puis si vous avez des questions, posez-les dans le chat, puis on regardera si on arrive à faire le tour des questions à la fin de la présentation. Donc sans plus tarder, voilà de quoi... Pardon, c'est déconnecté. Voilà de quoi on va parler aujourd'hui. Donc, on va avoir une approche quand même générale des problèmes d'humidité dans la construction. On va faire un tour d'horizon de tous les problèmes qu'on peut rencontrer. Elle sera divisée en 3 parties. Une introduction, voilà, pour rappeler le contexte. Ensuite, on fera le tour de toutes les sources, de tous les types de problèmes d'humidité qu'on peut rencontrer dans la construction neuve comme construction ancienne. Et ensuite, la deuxième grosse partie de la présentation, ça sera des exemples qu'on a rencontrés, nous, chez Planaire. Le 90% des exemples que je vais vous présenter, c'est des cas réels qu'on a rencontrés, nous, lors de nos expertises. Alors, est-ce que c'est un problème d'aujourd'hui? Alors, pour moi, oui. Là, il y a des phrases qu'on entend assez souvent. C'est mon bâtiment est comme ça depuis plus de 200 ans, j'ai jamais rien constaté, puis maintenant j'ai des problèmes, comment ça se passe?
On a toujours fait comme ça c'est les phrases classiques. Et puis, dans ce cas-là, il vaut mieux rien faire si ça pose des problèmes. Donc, alors la dernière question, la réponse est non. Ouais, effectivement, il faut faire quelque chose. L'assainissement énergétique du parc existant, c'est un problème. Il faut aller de l'avant avec ça. Les bâtiments, il faut qu'ils soient bien isolés, mais effectivement, il faut faire quand même un petit peu attention parce que on n'a pas toujours fait comme ça, justement. Il y a beaucoup de choses qui ont changé ces dernières années. Les épaisseurs d'isolation, isolées avec des 15, 20, 25 cm d'isolation, c'est quand même quelque chose de relativement récent. Les problèmes d'humidité dans la construction, c'est des problèmes qui peuvent survenir sur le long terme, des fois sur des périodes de 10, 20, 30, 40 ans, des problèmes qui surviennent 40 ans après un problème. Donc, on est sur du temps long et les épaisseurs d'isolation qu'on met aujourd'hui, ça fait pas si longtemps qu'on met des épaisseurs aussi importantes. L'étanchéité à l'air de l'habitat, qui a pas mal évolué aussi ces dernières années. Ça, c'est une photo d'époque bâtiment comme on les faisait il y a 50, 60 ans, où on avait un poêle à bois au centre de la pièce qui servait de cuisinière et puis qui prenait l'air dans la pièce et qui servait aussi à ventiler la pièce au travers des fenêtres qui n'étaient pas du tout étanches. Aujourd'hui, c'est plus comme ça, on a plus poêle à bois, maintenant on a des fenêtres bien étanches, c'est ce qu'on leur demande de faire, donc du coup ça change quand même pas mal la physique du bâtiment. Et l'autre aspect, c'est les aspects un peu plus sociétaux, les habitudes de vie qui ont changé. Hein. La famille typique d'il y a 50, 60 ans, il y avait toujours madame à la maison, monsieur au travail, il y a quelqu'un pour s'occuper du foyer. Aujourd'hui, on a beaucoup de parents célibataires qui travaillent, ou les deux parents travaillent, et puis on n'a pas forcément quelqu'un qui est tout le temps à la maison pour s'occuper, pour aérer, etc. Et l'autre chose, c'est que quand on pratique de l'assainissement énergétique en particulier, on va changer la physique du bâtiment, c'est-à-dire qu'avant les travaux, on a une situation où en été, le mur est chaud de part en part, hein, il fait chaud dedans, chaud dehors, et en hiver, il fait chaud dedans et froid dehors. C'est-à-dire que le côté intérieur du mur est toujours chaud. Tandis que quand on vient l'isoler par l'intérieur, notamment, par l'extérieur, ça pose moins de soucis parce qu'on se retrouve dans la configuration été en permanence, mais en hiver, le mur qui était froid, qui était chaud au côté intérieur, maintenant il devient froid puisque le gradient de température se fait dans la couche d'isolation. Et l'autre chose qui change aussi, c'est que les bâtiments sont un peu plus étanches à l'air aujourd'hui qu'ils ne l'étaient précédemment, notamment grâce à l'évolution des technologies sur les menuiseries. Et aujourd'hui, on a aussi tendance à avoir des bâtiments qui sont un petit peu plus chauffés et un petit peu plus humides en humidité relative et en humidité absolue. Donc, il y a quand même pas mal de choses qui ont changé ces dernières années. D'ailleurs, ces expertises humidité, dont je vais vous montrer des exemples dans la deuxième partie de la présentation, on en fait passablement et on en fait de plus en plus. Cette année, on en a fait une vingtaine. L'année dernière, on a dû en faire une quinzaine. Et il y a 2 ans, 3 ans, on en faisait à peu près une dizaine par année. C'est-à-dire qu'on en fait de plus en plus. Et cette année, 60% des expertises pour des problèmes d'humidité de la construction, on les a fait dans des bâtiments neufs. Et les 40% qui restent, c'est dans des bâtiments rénovés. Effectivement, ce qu'on va voir aujourd'hui, c'est un problème actuel. Alors d'abord, quelles sont les sources d'humidité dans un bâtiment, notamment un bâtiment d'habitation, hein, on va prendre la majorité. La première source, c'est l'humidité ambiante, c'est l'humidité qui est émise par les habitants en respirant, en transpirant, en prenant sa douche, en cuisinant, voilà, toutes les activités domestiques traditionnelles qui, là, ont tendance à humidifier l'air. On peut avoir aussi des problèmes, hein, des accidents, des fuites, des dégâts d'eau qui viennent mouiller le bâtiment ou le terrain alentour. On peut avoir des soucis de remontée capillaire, des eaux dans le terrain qui cherchent à remonter dans le mur. On a un problème lié à la pluie, aux agressions extérieures du climat. La pluie qui pose aussi d'autres soucis au pied du bâtiment, notamment les problèmes de rejaillissement et de remontée capillaire d'eau claire. C'est un thème qu'on va aborder aujourd'hui. Et la dernière source de problèmes d'humidité qu'on oublie souvent dans les bâtiments, notamment dans les bâtiments neufs, c'est l'humidité des matériaux de construction. La plupart des matériaux de construction apportent de l'humidité quand on les met en œuvre. Et ça, c'est aussi un thème qu'on va aborder aujourd'hui. Donc, les remontées capillaires, déjà, qu'est-ce que c'est?
je vous montre les origines du phénomène. J'ai souligné le S parce qu'il ne faut pas oublier que pour les remontées capillaires, on peut avoir plusieurs phénomènes physico-chimiques qui interviennent. Le premier, c'est la tension superficielle. C'est le fait que la goutte d'eau va tenir le long de mon doigt et ne va pas tomber, qui tend à faire remonter l'humidité dans les matériaux par capillarité. On a les forces hygrostatiques. Donc là, c'est quand on a le terrain qui est assez enfoncé avec un terrain humide, la pression atmosphérique, la pression des matériaux, du terrain, la pesanteur, vont avoir tendance à pousser l'eau, à la faire rentrer dans les matériaux de construction et les faire remonter dans la construction. Il y a les forces osmotiques. Donc là, c'est lié à la chimie de l'eau. Quand on a des eaux qui sont chargées en minéraux ou en ions, on a le phénomène d'osmose qui tend à, dans une perspective d'essayer d'équilibrer les concentrations d'ions dans les différents liquides, à potentiellement faire remonter de l'eau, à participer à faire remonter l'eau dans la construction. Le quatrième phénomène, c'est les forces électrophorétiques. Donc là, c'est lié plutôt aux conditions électromagnétiques qui vont régner dans l'ambiance, ou quand on a une eau qui, pareil, est chargée en minéraux, en ions, si on a un champ magnétique qui peut pousser à faire migrer certains éléments dans la construction. Donc, comme il y a plusieurs origines à ce phénomène, des origines qui sont d'ordre physique, chimique, mécanique, électromagnétique, la pesanteur, voilà, toute une liste. Bon, on va avoir plusieurs types de remontées capillaires qui vont dépendre de la composition chimique de l'eau, de la nature du terrain, de la nature des matériaux de construction qu'on a en présence dans le bâtiment, puis aussi de la manière dont ces matériaux ont été mis en œuvre. Par exemple, dans les fondations, c'est clair qu'on n'a pas la même situation entre une fondation traditionnelle d'un bâtiment du début du XXe par rapport à un bâtiment moderne avec des fondations en béton et un drainage dans les formes autour. Donc, toutes ces situations vont faire qu'on va distinguer deux grandes familles de remontées capillaires. Il y a celles qui sont liées à des eaux claires, aux eaux de pluie, qui sont faiblement minéralisées, et celles qui sont liées aux eaux souterraines, des eaux qui ont vécu, qui se sont chargées en minéraux. Donc, les eaux claires, l'absorption des eaux de pluie par les matériaux de construction, elle va dépendre de l'exposition des matériaux, de la nature du sol au pied de la façade, des matériaux qu'on a en présence dans la construction, et puis éventuellement de dégâts, si on a des fissures, des chéneaux qui sont cassés. Voilà. Donc, par exemple, ici, vous avez la photo d'un problème lié au ruissellement. C'est une rue en pente avec un petit caniveau qui est contre la façade, où là, on voit que quand il y a des gros orages, ça vient mouiller le pied de la façade. Ça se voit clairement sur la photo. Le rejaillissement, c'est quand l'eau de pluie vient frapper le sol et rebondir contre la façade. Donc là, ça peut aussi mouiller certains enduits au pied de façade et provoquer ce genre de traces qu'on voit là. Et aussi, là, vous avez par exemple un profil de goutte pendante qui était mal faite. C'est une isolation périphérique en laine de bois. On voit que la lisse basse, elle est trop écartée. Et puis du coup, on a l'eau qui ruisselle le long de la façade quand il pleut, qui remontait dans l'isolation, ce qui fait que l'isolation, ici, on voit, elle est un peu tachée parce qu'elle s'humidifiait. Ça faisait décoller le crépi de la façade. Problème d'humidité qui rentre d'humidité liée aux eaux claires qui rentrent dans le matériau, c'est pas des gros soucis. Dans la plupart des cas, c'est bénin, sauf peut-être pour l'exemple de cette façade-là. Mais pour les deux autres photos, ça touche en général que les couches externes de la construction. Et dès que le soleil se lève, ça sèche et on revient à la situation initiale. Et souvent, ça concerne que de faibles surfaces. Comme là, on n'a que la capillarité des matériaux qui va aspirer l'eau. En général, ça ne remonte pas très haut, de l'ordre de 30 cm, c'est ce qu'on voit sur les photos, et ça apparaît de manière occasionnelle uniquement quand il pleut. Les solutions pour se prémunir quand même de ces problèmes qui peuvent être un peu gênants s'ils sont trop récurrents, c'est de bien canaliser ces eaux de pluie avec des tablettes de fenêtre qui jouent bien leur rôle. C'est clair, les tablettes en pierre souvent posent problème parce qu'on ne vient pas canaliser comme c'est fait ici avec les petits rebords en métal, l'eau pour l'éloigner la plus possible de la façade. Et souvent, on a des coulures le long de la fenêtre. C'est d'avoir les pentes dans le bon sens. Et puis aussi, le choix des revêtements de façade. Ça, c'est des photos de deux bâtiments qui sont juste à côté de nos bureaux, ici à La Sagne. Des bâtiments anciens où on voit sur le premier, ici, qu'ils ont mis une façade ventilée avec des tôles
des tôles métalliques pour protéger la façade ouest, qui est la plus exposée. Et ici, c'est même carrément une façade en pierre de taille qui a été faite uniquement à l'ouest. Ça, c'est quelque chose qu'on voit couramment dans les constructions anciennes. On fait la façade ouest en pierre de taille, et puis les autres façades, on les fait en moellon traditionnel, enduit, pour mieux protéger cette façade ouest de la pluie battante. Les remontées capillaires liées aux eaux souterraines, elles dépendent de la nature du terrain, comment sont faites les fondations et des matériaux mis en œuvre, et éventuellement de dégâts qu'il y a dans le terrain. Alors, celles-là, elles sont un peu différentes parce que vous voyez ici sur cette photo, cet exemple, ça remonte beaucoup plus haut. On le voit, là, ça remonte quasi d'un étage entier. Et puis souvent, ça va aussi être visible de l'intérieur, contrairement aux autres qu'on avait avant qui sont visibles que de l'extérieur en général. Et à l'intérieur, en plus, ça va se traduire, comme sur cette photo ici, par l'apparition, par exemple, de salpêtre. Et puis, quand on a des planchers en bois en bas, ça peut arriver jusqu'à la dégradation de la poutraison, comme on le voit ici. Un problème qu'on a rencontré une fois, un plancher qui s'était effondré. Donc là, c'est un peu plus grave, ces problèmes de remontée d'eau souterraine, parce que c'est vraiment, on est sur un problème de fond qui concerne en général les plus grandes surfaces, puis qui peuvent, comme dans le cas de la poutre ici, remettre en cause la pérennité du bâti, faire sauter du crépi, causer des dégâts qui sont plus coûteux à réparer, et surtout les actions correctives impliquent des plus lourds travaux. Donc, comme action corrective, on a par exemple la réalisation de drainage, ça va nécessiter de creuser tout autour du bâtiment. Peut-être que c'est aussi lié à la réparation de dauphins qui viennent un petit peu, qui sont cassés, comme dans l'exemple qu'il y a ici, et puis qu'il faut refaire. Donc, il y a quand même des travaux assez lourds à mettre en œuvre. Et puis les solutions qu'on peut, ça c'est les solutions prioritaires, c'est déjà de résoudre le problème à sa source. Après, on peut rapporter encore un petit plus. Il existe certaines solutions dont on peut douter de l'efficacité, mais les quelques fois où nous on l'a mis en place, ça a fonctionné. Vous avez par exemple l'injection de résine dans les murs pour empêcher l'eau de remonter, et puis ou la pose de lignes qui viennent réduire la tension de surface et faire couler l'eau. Donc ça, c'est des solutions qui peuvent fonctionner à condition que le problème initial, c'est-à-dire s'il y a trop d'eau dans le terrain, ait été résolu. Ça aide à sécher les murs un petit peu plus rapidement. Et il ne faut pas oublier aussi qu'en rénovation, des fois, on peut faire apparaître des problèmes qu'il n'y avait pas avant. Ou alors, c'est plutôt même des problèmes qu'il y avait avant. Par exemple, ici, sur la photo de gauche, vous avez la situation initiale avant travaux. Vous avez des remontées capillaires, mais qui ne se voient pas parce qu'une fois que l'eau est dans le mur, elle va s'évacuer vers l'intérieur ou vers l'extérieur. Elle va sécher assez rapidement. Mais sauf que quand on vient mettre une isolation intérieure ou une isolation périphérique, on vient bloquer cette évacuation de l'humidité. Et du coup, par conséquent, l'humidité qui remontait dans le mur, elle s'évacue moins vite, moins bien, et elle va remonter plus haut, et elle va plus se concentrer. Donc on peut, en isolant un bâti ancien, créer des problèmes qu'il y avait avant, mais les accentuer. Donc c'est pour ça que dans la rénovation de bâtis anciens, le choix des revêtements intérieurs et extérieurs est très important. Il faut des matériaux qui soient capillaires, qui laissent respirer le mur, qui laissent sécher le mur, et pas des matériaux qui viennent bloquer, donc pas d'enduit ciment, pas de matériaux imperméables, pas de polystyrène. Problématique liée à l'humidité ambiante. Donc là, c'est un problème un peu plus classique qu'on connaît un petit peu mieux. Donc les risques, c'est quoi? C'est d'avoir à l'intérieur du logement des problèmes de condensation ou des problèmes de moisissure. Alors ça, c'est une photo que j'ai prise moi, la photo en rose, un appartement que j'ai visité. Et puis, quand on a les logements trop humides, on peut aussi se retrouver avec des problèmes d'humidité, de condensation à l'intérieur même de la construction. Donc, les sources d'humidité dans le logement, c'est tout simplement les occupants, la vie des occupants. Il y a la douche qu'on prend, le séchage du linge, la cuisine, les plantes vertes, les animaux, enfin tout ce qu'il y a dans la vie d'un logement. Mais il peut y avoir aussi des sources intérieures liées à la construction. C'est-à-dire que ça touche beaucoup les bâtiments neufs. On oublie souvent que la plupart du temps, certains matériaux, notamment tous les ciments, les chapes, les bétons, les joints, les enduits, les peintures, ce sont des matériaux qui sont humides quand on les met en œuvre et il faut leur laisser le temps de sécher parce que si on vient faire la mise hors d'air, hors d'eau du bâtiment trop vite, on les empêche de sécher
Et ils vont finir de sécher une fois que les logements seront occupés, ce qui va participer à augmenter le taux d'humidité ambiante. Il peut y avoir aussi comme source d'humidité dans les logements des problèmes liés à des infiltrations, à des dégâts d'eau. Ça, c'est plus ponctuel. Donc, quand on a un problème de condensation de moisissure, il y a deux causes qui sont possibles. Soit c'est que l'endroit où ça condense, où les moisissures poussent, c'est trop froid, ou soit c'est que c'est l'air qui est trop humide. Ou les deux. Des fois, c'est les deux en même temps. Donc, pour faire ce genre de diagnostic, on va venir avec une caméra thermique et puis regarder la température superficielle, voir qu'elle ne descende pas trop bas. Sinon, on retrouve ici ces lignes de champ. Il ne faut pas oublier que là où l'air est le plus froid, c'est dans les angles parce que l'air a du mal à se mouvoir et il participe à isoler le mur. Donc, il refroidit localement la surface du mur. L'autre type de problème qu'on peut avoir aussi, ça c'est aussi une photo que j'ai prise moi lors d'une de mes expertises, c'est quand on met des meubles ou des tableaux contre les murs. Vous voyez ici, on voit les traces d'où étaient les tableaux avant, parce qu'ils participent à refroidir derrière la surface du mur, à augmenter le risque de condensation, de moisissure. Et l'autre souci qu'on peut avoir aussi, c'est des ponts thermiques qui n'ont pas été traités. Ici, un bâtiment neuf où il y avait un sommier en béton qui n'a pas été traité. Du coup, ça résultait par de l'apparition de moisissures au pied de la façade dans les chambres de l'autre côté. Pour faire le diagnostic, on va aussi forcément venir sur place, mettre des capteurs pour espionner un peu le taux d'humidité qu'il y a dans ces logements, voir à quel moment les gens aèrent et est-ce qu'on respecte les prescriptions, notamment celles de la norme SIA 180 en matière de qualité d'air intérieur. On peut aussi mettre en œuvre des outils de simulation thermique pour savoir comment traiter les ponts thermiques. Autre souci qu'on peut rencontrer, le problème de condensation interstitielle, donc des problèmes d'apparition d'humidité à l'intérieur des matériaux de construction, notamment principalement par le mécanisme de la diffusion de vapeur. Alors souvent, c'est un phénomène qui est assez mal compris. Ce qu'il faut comprendre, c'est que plus l'air est humide, plus il va pouvoir contenir d'eau sous forme de vapeur d'eau. Plus l'air est chaud, plus il peut contenir de vapeur d'eau. Donc, par exemple, ici, une situation où j'ai 22 degrés à l'intérieur et un taux d'humidité relative de 40%, humidité relative de 40%, j'ai à peu près, d'après le graphique ici, j'ai 7 grammes de vapeur d'eau par mètre cube d'air. Côté extérieur, il fait 80% d'humidité relative. Par contre, il fait beaucoup plus froid, il fait 0 degré. Et là, j'ai beaucoup moins de vapeur d'eau dans l'air. Je n'en ai plus que 3 grammes. Donc, en gros, j'ai 2 fois plus d'humidité à l'intérieur qu'à l'extérieur, bien que j'ai un taux d'humidité relative plus faible à l'intérieur. Et comme dans la nature, tout cherche à s'équilibrer, on a la température intérieure qui va chercher à s'équilibrer avec la température extérieure, donc un gradient de température qui va se faire dans le mur, notamment le plus gros gradient va être au niveau de l'isolation. Et donc, à mesure qu'on va progresser dans le mur, on a la pression de vapeur saturante. C'est quoi la pression de vapeur saturante? C'est la quantité maximum d'eau, de vapeur d'eau qui est capable de contenir ce volume d'air. Et donc, cette pression de vapeur saturante, à mesure qu'on progresse dans le mur, va elle aussi diminuer. Donc, la capacité maximum de l'air à contenir de l'eau va diminuer à mesure qu'on progresse dans le mur, que la température diminue. Au niveau de la quantité d'eau contenue dans l'air, on a une situation, on a certaines quantités d'eau à l'intérieur et puis on a une certaine quantité d'eau à l'extérieur. Quand on est en hiver, il y a beaucoup moins d'eau à l'extérieur. Donc pareil, la nature va chercher à équilibrer tout ça. Et donc, on va avoir dans le mur la pression de vapeur qui va baisser à mesure qu'on progresse dans le mur. Cette fois, pas en fonction de la température, mais en fonction de la résistance à la diffusion de vapeur de chaque matériau. Par exemple, ici, on a un isolant qui est ouvert à la diffusion de vapeur. On va avoir la pression de vapeur qui va baisser faiblement à mesure qu'on progresse dans l'isolant. Mais la maçonnerie qui est très étanche, la pression de vapeur va baisser plutôt dans la maçonnerie. Et ce qui se passe des fois, c'est qu'on a la pression de vapeur qui va dépasser la pression de vapeur saturante. Alors ça, ce n'est pas possible physiquement. Qu'est-ce qui va se passer dans la réalité? C'est qu'à un moment donné, dès que la pression de vapeur va atteindre la pression de vapeur saturante, on va avoir la formation de condensation. Et au niveau de la condensation, on a la pression de vapeur qui est égale à la pression de vapeur saturante. C'est ce qu'on appelle le point de rosée. C'est quand la pression de vapeur est égale à la pression de vapeur saturante. Et à partir de ce point de rosée, on a des nouvelles courbes qui vont se dessiner. Donc, quand on a une isolation intérieure avec un isolant ouvert à la diffusion de vapeur, on a le risque d'avoir la condensation à l'interface entre
l'isolant qui est ouvert et la maçonnerie qui est fermée. Pour se prémunir de ça, qu'est-ce qu'on fait? On met ces fameuses barrières vapeur. Donc, c'est un matériau très fin, mais qui est très résistant à la diffusion de vapeur et qui donc va faire chuter la pression de vapeur dans l'isolant, puisque la pression de vapeur, quand elle passe de l'intérieur vers l'extérieur, va fortement chuter quand elle va passer au travers du pare-vapeur. Je caricature, hein, mais c'est pour que tout le monde comprenne. Et grâce à ça, on évite que les courbes se croisent et on évite le point de rosée. Donc, on n'a pas de point de rosée quand on a un pare-vapeur bien dimensionné. Alors, bien sûr, ce pare-vapeur, pour qu'il soit bien dimensionné, et aussi, il faut qu'il soit protégé d'éventuelles perforations liées à l'électricité, liées aussi aux têtes de poutre, parce qu'il y a un moment, quand on croise une dalle, une poutre, quelque chose qui vient traverser, des fois, on n'a pas le choix que d'arrêter la barrière vapeur à ça. Donc, souvent, les problèmes des têtes de poutre, c'est un problème c'est une question qui se pose dans la rénovation de bâtis anciens où il y a des planchers en bois. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il y en a certains qui sont très prudents, qui ne font rien, qui ne posent pas du tout d'isolation. Dans la pratique, il y a pas mal de publications qui ont quand même été faites en Allemagne et en France, où, en règle générale, il y a une série de règles qui sont édictées pour que ça fonctionne quand même. C'est-à-dire que les premières règles, c'est de vérifier que côté extérieur, on est bien étanche à l'eau. C'est-à-dire que souvent, on va aboutir au fait qu'il faut, dans tous les cas, refaire le crépi, pas prendre de risques, réparer toutes les éventuelles infiltrations d'eau qui viennent de l'extérieur. Il faut que le logement soit correctement aéré, c'est-à-dire que ça va fonctionner si le logement dispose d'une ventilation mécanique contrôlée. Donc, pas de ventilation mécanique, pas prévu de faire le crépi. Déjà, c'est deux gros freins à la pose d'isolation intérieure dans un bâtiment ancien avec des planchers bois. C'est les deux plus gros. Ensuite, par précaution, on peut rajouter une reprise de charge, c'est-à-dire mettre la poutre sur un sabot pour, au cas où elle pourrisse quand même, malgré ces précautions, que le plancher ne s'écroule pas, de bien étancher le pare-vapeur autour des poutres, de limiter le contact direct entre le bois et l'eau, c'est-à-dire qu'il faut que la poche soit aérée, il faut qu'il y ait de l'espace autour de la poutre pour laisser le bois respirer, éviter qu'on vienne bloquer un éventuel condensat contre le bois, qui va favoriser son pourrissement. Il ne faut pas que la tête de poutre soit trop avancée dans l'empochement, qu'elle soit trop côté froid, parce que sinon on peut avoir des dégâts liés au gel. Il faut qu'elle soit dans le premier tiers de la maçonnerie. Et il faut aussi, dans certains cas, essayer de limiter les épaisseurs d'isolation, c'est-à-dire éviter quand même de mettre 20 ou 25 cm d'isolation côté intérieur. Mais si on suit bien ces règles, c'est possible d'isoler à l'intérieur un bâtiment avec des planchers en bois. Mais ça fait quand même pas mal de précautions. Si on ne fait pas ça, on peut avoir des soucis. Là, c'était l'exemple d'un bâtiment, il y avait une salle de sport dessous dans une clinique où il y a des poutres en bois qui avaient été enfermées dans du polystyrène et puis qui étaient humides. Il y avait 2-3 problèmes d'étanchéité. Le bois avait probablement été aussi posé trop humide. Donc là, on a le bois qui est directement en contact avec un matériau étanche à diffusion de vapeur. Ça pourrit, le toit s'est effondré. L'humidité qu'on enferme dans un pare-vapeur ou dans des matériaux étanches, elle doit aussi pouvoir ressortir. C'est-à-dire qu'il faut aussi permettre à la construction de sécher. Pour ça, il existe plusieurs solutions. Le pare-vapeur hygrovariable, ça, je pense que tout le monde connaît maintenant parce que c'est des matériaux qui sont couramment utilisés. On a vu d'autres produits aussi qui sont sortis récemment avec des pare-vapeurs qui ont une résistance à la diffusion de vapeur différente dans un sens et dans l'autre. C'est-à-dire qu'il laisse passer la vapeur d'eau dans un sens, mais pas dans l'autre. Pour éviter tout problème, on va faire des simulations. Et puis ces simulations, il y en a de deux types. Il y a la méthode de Glaser et puis des logiciels dynamiques comme Woofy. Je vais vous rappeler ici les avantages et les limites de chaque méthode. Glaser, c'est une méthode qui est plutôt pessimiste, c'est-à-dire que ça peut fonctionner même si Glaser dit que ça ne fonctionne pas. C'est-à-dire que des fois, il est un petit peu sécuritaire. C'est une méthode statique, mais qui est quand même relativement rapide à mettre en œuvre avec des outils usuels. Quand on fait un lesosai, on a quasi le résultat immédiatement. Par contre, c'est une méthode en une dimension qui ne résout pas tous les cas. On va voir après les limites. L'autre solution, c'est Woofy, le logiciel dynamique du Fraunhofer. On comprend mieux ce qui se passe avec ce logiciel. On peut être un petit peu plus innovant dans les solutions. Par contre, il y a
peu de monde qui le maîtrise. Et puis, c'est un logiciel qui est un peu plus complexe à mettre en œuvre. Il y a beaucoup d'hypothèses de calcul, puis il est des fois sensible à certaines hypothèses de calcul. C'est toujours un peu compliqué d'interpréter les résultats. La simulation va très vite à lancer, mais par contre, on met beaucoup de temps à comprendre ce qu'il fait. Donc, les contre-indications pour Glaser. Ça, je vous rappelle ce qui est écrit dans la SIA 180. C'est ce que je vous mets là, c'est copier-coller de la SIA 180. Glaser ne marche pas si on a une couche extérieure étanche à la diffusion de vapeur. Donc, sur une toiture plate, sur une terrasse, Glaser ne fonctionne pas. Ça ne marche pas avec des matériaux à diffusion de vapeur variable, puisque c'est une méthode statique. Donc, avec un Intello ou un Vario, ça ne fonctionne pas, une simulation Glaser. Plus toutes les contre-indications qu'il y a pour Woofy, qui sont que Woofy, lui, qu'est-ce qu'il néglige? Il néglige les effets convectifs. Dès qu'on a une lame d'air, une façade ventilée, enfin un double mur, ben, ça ne fonctionne pas, ça ne tient pas compte des effets convectifs, ça ne tient pas compte des inétanchéités à l'air, ça ne tient pas compte des effets des ponts thermiques, ça ne tient pas compte de la gravité. Les laines minérales sont traitées hygrophobes. S'il y a de l'eau qui condense, souvent elle va avoir tendance à descendre dans les étages inférieurs. Ça ne tient pas compte de ça, une simulation Woofy. Et ça ne tient pas compte des forces hydrauliques, osmotiques, électrophorétiques, donc de toute la chimie qui peut aussi augmenter les remontées capillaires. Ensuite, si le dernier thème, c'est l'humidité des matériaux de construction, c'est un problème qui est inévitable. On apporte forcément de l'eau dans un bâtiment quand on le construit. Donc, la stratégie, c'est de bien planifier le chantier, de laisser les matériaux sécher, de ne pas mettre trop vite hors d'air, de vraiment bien aérer, laisser le temps. Souvent, on est pressé de finir les bâtiments, pressé par son client, pressé par l'architecte, pressé par je ne sais qui, les futurs locataires. Donc, il faut laisser le temps de faire les choses, sinon on va vite avoir des problèmes. Et si vraiment on n'a pas le temps, si vraiment il y a un souci, il existe des systèmes actifs, mais c'est vraiment le dernier recours. Voilà, quelques exemples de chantiers qui ont été faits un peu trop vite. Vous avez par exemple des étoiles sur le crépi, ça c'est typique de crépi qui a été posé trop froid, où il y a des dégâts de gel, ou des crépis qui ont été posés quand il pleuvait, ça a délavé la façade. Voilà, un échafaudage bien fait, c'est un échafaudage qui protège la façade de toutes les agressions du soleil et de la pluie. Quand on utilise des matériaux naturels aussi, il faut faire très attention. Il ne faut pas oublier que les matériaux naturels, alors laine de bois, ouate de cellulose, tous les enduits à la chaux, le chaud-chanvre, etc., ce sont des matériaux qui sont aussi composés d'eau et qui sont sensibles à un taux d'humidité très élevé. Ils vont se tasser, ils vont se dégrader, ils vont pourrir, ils vont gonfler. Donc là, il faut vraiment éviter avec ces matériaux les constructions trop fermées à la diffusion de vapeur, parce que s'il y a le moindre souci, l'humidité va rester dedans et va les dégrader. Il faut bien traiter l'étanchéité à l'air. Test blower door fortement préconisé quand on met des matériaux naturels en place dans des constructions légères. Et puis, bien réfléchir à comment on les protège des eaux, c'est-à-dire bien planifier les tablettes de fenêtres, les chéneaux, etc. Et aussi, autre précaution, fortement préconisée, une aération mécanique des locaux. Le rejaillissement, ça aussi, il faut faire attention. Vous avez l'exemple ici d'une photo d'un pied de façade d'une ossature bois où ils avaient isolé en laine de bois jusqu'au pied de la façade sans respecter les 20 cm où on doit avoir un isolant résistant à l'eau. Donc là, forcément, avec la neige qui s'est accumulée, parce que là, c'est à 1000 mètres d'altitude, avec la pluie qui rebondissait sous la façade, eh ben, on a la façade ossature bois dont le pied a complètement pourri. J'en arrive à la dernière partie, quelques exemples. Donc, on peut avoir notamment à mesure qu'on isole les bâtiments, plus on isole les bâtiments, plus la surface extérieure de la façade va être froide. Et plus cette surface extérieure de façade va être froide, plus elle va être exposée à des problèmes de condensation. C'est-à-dire qu'on va avoir des condensats contre cette façade. Et ces condensats, donc là, dans l'exemple que je montre, ils ne sont pas trop problématiques. Ils permettent de détecter le pont thermique de dalle de façade. Mais dans certains cas, on le voit ici, quand on est dans un environnement très poussiéreux, ça peut favoriser ce condensat, l'apparition de salissures sur les façades ou la poussière, si on est près d'une route très passante ou près d'industries qui rejettent pas mal de cochonneries, on peut avoir ce genre de souci-là.
Les tablettes de fenêtre qui sont, voilà, qui canalisent pas bien l'eau jusqu'au bord de la façade et où l'eau vient s'écoller le long de la façade et ça fait ces sortes de moustaches de chaque côté des tablettes de fenêtre. Donc ça, c'est juste, c'est pas le bon modèle de tablette de fenêtre et ça arrive souvent avec des tablettes en pierre. Donc ça, il faut avoir conscience quand on a des tablettes en pierre qu'on est exposé à ce que l'eau vienne ruisseler lors de la façade et fasse apparaître ce genre de traces. Tablette de fenêtre mal planifiée, bah là, le problème un peu plus évident, c'est que la pente est dans le mauvais sens. Alors, je ne sais pas ce qu'a pris l'architecte de dessiner une tablette de fenêtre avec la pente inversée, mais du coup, la conséquence, ça a été que l'isolant s'est complètement dégradé et même qu'à un moment donné, la façade a explosé à cause du gel. Aussi, quand les eaux s'écoulent mal, les eaux de pluie viennent mal s'écouler, qu'elles viennent longer la façade, on peut avoir aussi des développements de flore, hein, ici, des mousses, des petites algues, notamment quand on a, comme ici, dans cet exemple-là, un bâtiment qui est dans un parc arboré où on peut avoir la façade qui est facilement contaminée par des spores, par des germes, par des pollens, etc. Là, vous avez un exemple, c'est pas très grave, c'est pas un bâtiment, c'est un mur de cimetière où vous voyez que systématiquement, tous les 5 mètres, vous avez le mur qui est dégradé. Alors, qu'est-ce qui se passe ici? C'est qu'en fait, vous avez sur le mur des grandes pierres qui sont d'un seul tenant, qui font quasi 5 mètres, des grandes pierres, mais c'est doit être des pierres reconstituées en béton. Et la jonction, le joint n'est pas étanche, le joint entre deux pierres. Et systématiquement, on a de l'eau qui s'infiltre entre les deux joints, là où j'ai entouré en rouge, et l'eau s'infiltre dans le mur. Et là, ça se combine avec un autre souci qui est le choix du revêtement. Ils ont mis un enduit en ciment. Ça se voit parce qu'il se détache par plaques entières. Et donc, l'eau qui rentre dans cet interstice ne peut plus ressortir. Et comme ça, c'est un mur qui est à 800 mètres d'altitude. Dès qu'il gèle, ça fait tout éclater, la pierre, l'enduit. Et pour réparer ça, qu'est-ce qu'ils font? Ils remettent un enduit au ciment. Donc, ils prolongent le problème. Donc, ils n'ont toujours pas compris qu'il fallait, sur ce genre de mur exposé à l'eau, plutôt un enduit type chaud, type minéral, pour laisser l'humidité s'évacuer. Ça, c'est des exemples de bâtis anciens où on voit qu'à l'époque, ça c'est la pierre jaune du Jura, hein, on voit que la première rangée de pierres, non seulement c'est des pierres qui ne sont pas la même couleur, c'est-à-dire que ce n'est pas la même qualité de pierre, et puis en plus, c'est des pierres qui sont plus grosses, parce que les anciens avaient quand même compris que pour éviter ces remontées capillaires, il fallait des pierres beaucoup plus résistantes et plus grosses pour limiter les joints par lesquels l'humidité pouvait remonter. On a l'exemple ici d'une façade qui a été traitée comme la photo de gauche sur sa face avant, côté rue, parce que c'est plus joli en pierre de taille, mais dans la petite ruelle à côté, là c'est de la maçonnerie traditionnelle avec des moellons traditionnels. Il n'y a pas ces grosses pierres au pied de façade. Et on voit cette fois qu'il y a des remontées capillaires, que l'enduit se dégrade, que le crépi saute, etc. Ça, c'est un problème. C'est des pavés de verre qui ont été mis sous un trottoir, puis un sous-sol. Et ce sous-sol est exposé à un mur de soutènement qui n'est pas étanche. Donc, le mur de soutènement humidifie l'ensemble. Les pavés de verre sont très froids parce qu'ils ne sont pas du tout isolés. Et on se retrouve avec de la condensation sous ces pavés de verre. Donc ça, un double problème, humidité, exposition de matériaux humides, hein, mur de soutènement qui a été mis dans l'ambiance, et un pont thermique mal traité. Ça, c'est des problèmes qu'on rencontre souvent, c'est des garages, où souvent dans les garages, on a de l'humidité qui est apportée par la neige quand les voitures rentrent, par la pluie, mais aussi par la porte d'accès à la maison. Quand on entre, on fait entrer de l'air humide. Et puis souvent, les garages, on ne les isole pas. Et on risque ça, on risque d'avoir de la condensation sur les parois intérieures. Donc des fois, même les locaux non chauffés, ça peut être utile de les isoler pour éviter ces problèmes de condensation. Ça, c'est l'exemple d'une piscine du côté de Fribourg qui avait des coulures qui descendaient le long des traverses ici. Et d'où venaient ces coulures? C'est une piscine qui venait d'être rénovée. Elle avait été isolée en foam glace. Sauf que le souci, c'est que l'entreprise qui a posé le foam glace ne savait pas poser du foam glace. Le foam glace, il faut l'encoller au fond pour coller contre le mur, mais il faut aussi encoller les côtés pour faire les joints entre les panneaux. Le foam glace est naturellement étanche à la diffusion de vapeur, mais là, comme ils n'avaient pas encollé entre les panneaux, la diffusion de vapeur se faisait entre les panneaux, elle venait condenser contre le béton,
l'eau se chargeait en sel avec les sels du béton et en coulant, elle déposait ces traces blanches. Donc là, il a fallu tout démonter parce que c'était compliqué de refaire les joints comme il faut. Ça, c'est une lettre qu'on avait reçue de l'EMPA disant qu'il y avait un plafond de salle de gym qui s'était effondré en Suisse alémanique, je crois dans le canton de Soleure, je ne suis plus sûr. En fait, c'était une salle de sport dont le toit avait été isolé de l'intérieur avec de la résine phénolique. Alors, c'est quelque chose qui est peu utilisé en Suisse, mais qui est utilisé beaucoup aux États-Unis, au Canada. La résine phénolique, c'est un isolant. Ça ressemble un peu à du polyuréthane, sauf qu'il a un défaut, c'est que quand on le mouille, il se transforme en acide. Et là, on voit un pare-vapeur blanc sur la photo du haut qui a été mis, mais qui était peut-être un petit peu mal mis. Et il y avait quand même la vapeur qui se diffusait autour des fixations et au contact de la résine qui a littéralement mangé les supports de fixation et le toit s'est effondré. Donc, l'EMPA a envoyé une lettre à toutes les communes il y a 2 ans de cela en disant qu'il fallait impérativement vérifier s'il n'y avait pas des résines phénoliques qui avaient été posées de la même manière dans toutes les salles de gym. Ça, c'est l'exemple d'une cave où on avait de la peinture qui se décolle. Donc, peinture qui se décolle, ça veut dire qu'on a de l'humidité dans la construction. Ce n'est pas un problème d'humidité intérieure, c'est vraiment un problème d'humidité dans la construction. Puis, on a allé voir sur place, qu'est-ce qui se passait? De l'autre côté, il y a un garage et il y a une pente qui n'était pas dans le bon sens. Ou quand les voitures, c'était ici à La Sagne. Donc, souvent, elles rentrent pleines de neige. Et puis, la neige, qu'est-ce qu'elle fait? On voit les petites rivières qui se dessinent sur la photo de droite, là. Où ça va s'enfiler sous le mur, c'est un mur en hitong, et par capillarité, c'est remonté et ça a fait décoller la peinture derrière. Donc là, il suffisait juste de bien canaliser l'eau. Ça, c'est un des plus vieux bâtiments du canton de Neuchâtel, qui est à Valangin, où on nous a appelés en urgence parce que vous voyez sur la photo ici, on a les poutres là où elles se raccordent avec la maçonnerie qui sont humides. Puis ils se demandaient d'où ça venait, ils pensaient que c'était la pluie qui venait ruisseler ou que c'était de l'humidité qui venait de l'intérieur. Et après investigation, il s'avère qu'en fait, c'est à cause de l'enduit. La façade, le rez-de-chaussée, ils avaient refait l'enduit. Et l'humidité qu'il y avait dans l'enduit était remontée par capillarité dans les poutres. Et du coup, on a juste dit qu'il fallait attendre de voir si ça séchait. Et puis, ils ont attendu et ça a séché tout seul. Donc, c'était bien le bon diagnostic. Donc là, problème lié à l'humidité de la construction des matériaux, notamment de l'enduit qu'on apporte. Ça, c'est une maison de milieu des années 80 où, quand on a démonté l'isolation pour refaire l'isolation, on a découvert, c'était une surprise, que les poutres en bois qui étaient traversantes étaient complètement moisies parce qu'en fait, elle était isolée en périphérique avec de l'XPS. Et puis le contact du bois avec l'XPS, à un moment, il y avait un point de rosée. Et puis l'eau, elle restait à l'interface entre le bois et l'isolant, parce que l'isolant, lui, il est complètement étanche à l'eau et à la vapeur d'eau. Et donc, on a créé des conditions favorables à la dégradation du bois. Ça, c'est une salle informatique où on a plein de problèmes d'humidité, des petites taches qui apparaissent, de l'enduit qui se décolle. Et quel était le problème? C'est simplement qu'il y avait un regard. De l'autre côté, il y a cette petite pente là, puis on a l'eau qui venait stagner. Il fallait juste déboucher ce regard. Là, même type de souci, une chape qui faisait des cloques à peu près à 1 mètre de la façade dans un bâtiment à Genève. Quand on a fait un sondage, la chape, c'était un millefeuille. Elle s'est littéralement complètement décomposée. Et c'était lié au bord de la façade où on avait des dalles en béton où l'eau s'infiltrait là où il ne fallait pas. Ça chargeait le terrain en humidité. Local d'archives avec de l'enduit qui se décolle. Donc, ça commençait à inquiéter ceux qui avaient stocké des archives ici. Et ça, c'est un problème assez classique qu'on rencontre souvent, c'est-à-dire que c'est au niveau du raccord entre le chéneau et puis le tuyau pour évacuer les eaux de pluie. Là, les raccords sont dégradés, il suffit que le terrain travaille un peu, puis ça se casse, et puis l'eau, au lieu de couler dans le tuyau, elle coule juste à côté, ça surcharge le terrain en humidité, et l'humidité finit par arriver à l'intérieur, à surcharger les murs aussi. Donc là, les solutions, c'était de refaire ces raccords et puis aussi de sécher activement le mur. Parce que là, on avait quand même 1,10 m de maçonnerie, ça n'allait pas sécher du jour au lendemain comme ça.
Classique qu'on peut avoir aussi, c'est le chéneau qui fuit contre la façade derrière une fissure, qui crée des problèmes à l'intérieur des logements. Ça, c'est une façade qui a eu un dégât d'eau où, grâce au logiciel Woofy, justement, on a pu faire des simulations de temps de séchage du mur pour déterminer, conjointement avec l'architecte, à quel moment il pouvait remettre en place le nouvel enduit. Donc ça, c'était une étude qui était intéressante à faire. Ça, un problème un peu particulier, c'était sur une patinoire où il y avait toutes les briques côté extérieur qui sautaient, ils se demandaient pourquoi. Et il s'avérait que juste derrière ce mur, il venait en fait stocker de la glace. Quand il faisait passer la surfaceuse, là, il venait stocker la glace contre le mur. Ça créait une pression de vapeur énorme côté intérieur. Et cette vapeur diffusait dans le mur et puis arrivait côté extérieur. Avec le gel, ça faisait péter toutes les briques. On a eu le même souci ici à des bâtiments à la chaux de fond, avec des briques silico-calcaires comme ça qui étaient mises en périphérie du bâtiment, où il y avait probablement un défaut d'étanchéité à l'air autour du raccord avec la menuiserie, l'humidité qui se diffuse dans l'angle du mur, qui s'accumule, et puis dès qu'il fait un petit peu froid, paf, ça faisait péter les briques dans les angles du bâtiment. Un petit groupe de villas où là, la particularité, c'est que toutes les 3 semaines, les habitants découvraient qu'il y avait un demi-seau d'eau qui se déversait au travers du plafond de leur salon, au travers du lustre. Quel était le problème? C'est qu'il y avait l'électricien qui avait passé les câbles dans, vous voyez, c'est une toiture plate, le cimalen qui passait dans l'isolation, dans le toit. Et puis effectivement, l'humidité passait dans l'intérieur, passait dans le tableau électrique, venait condenser dans le cimalen, et à force de s'accumuler, dès que l'eau trouvait un chemin, il y a tout qui se déversait d'un coup. Ça, c'est un problème des toitures plates en bois qu'on a souvent, c'est-à-dire que c'est toujours compliqué à planifier. Là, vous avez ici la photo, en haut, les traces blanches, c'est du givre qui se forme sous le support. Vous voyez qu'ici, qu'on a un espace ventilé avec l'isolation qui est en dessous, mise en vrac, et puis au-dessus, on a le toit qui est quand même relativement froid sur le support sur lequel est posée l'étanchéité, et avec l'humidité qui se diffuse depuis l'intérieur parce que le bâtiment était peut-être pas trop bien étanche à l'air, on avait du givre qui apparaissait et qui venait ensuite ruisseler en séchant et mouiller l'isolant. Ça, c'est un petit beau window où le monsieur avait dû mettre un sac plastique sur sa fenêtre pour éviter la formation de trop gros glaçons. Donc ça, c'est dans du bâti ancien, ça arrive souvent aussi. Problème plus classique de bâtiment neuf, quand vous avez des chevrons qui traversent la maçonnerie et que le raccord n'est pas bien étanche, on a l'air intérieur qui passe le long du chevron, qui se retrouve à l'extérieur, qui condense, puis qui vient noircir le bois ici. Pardon. Donc là, sur la photo en haut à gauche, on voit, et puis sur celle en bas à droite, ici, on voit que tout le long du mur, le bois commence à pourrir parce que l'étanchéité à l'air, on le voit bien sur la photo thermographique, n'est pas assurée. Ça, c'est un problème d'un collège ici sur le canton de Neuchâtel où on a découvert en allant visiter les vides sanitaires que les tuyaux n'avaient pas fini d'être raccordés. Donc depuis les années 70, on a les égouts de tout le quartier du dessus qui se déversaient dans le vide sanitaire du collège. Donc ça, et puis qui humidifiait le terrain et qui créait plein de problèmes. Alors ça, c'est pas une expertise planaire. Ça, pour ceux qui l'auront reconnu, c'est le tombeau de Toutankhamon. Alors pourquoi je l'ai mis? Parce que j'avais vu un reportage justement sur ce sujet-là, qui m'a semblé super intéressant. Vous voyez que les peintures sont très dégradées. Elles ont plein de petites taches rougeâtres un peu. Pourquoi? Parce que Toutankhamon, donc c'est le personnage en blanc ici, et puis il avait 17 ans quand il est mort. Et le personnage qui est debout ici, c'est son grand vizir. Il s'appelle Haï. Et en fait, son grand vizir, ça ne se voit pas sur les peintures, mais il avait 70 ans. Donc en fait, Toutankhamon a été enterré dans le tombeau qui était prévu initialement pour son vizir. Donc toutes les peintures étaient déjà faites à l'effigie du vizir, tout ça. Et quand Toutankhamon est mort prématurément, ils ont repris la tombe, ils ont refait tous les enduits, ils ont refait toutes les peintures. Ils avaient 3 semaines pour le faire, c'est le temps que durait l'inhumation. Et quand ils l'ont inhumé, les enduits n'étaient pas secs. Et les peintures non plus, et du coup, ils ont enfermé, ils ont
fermer le tombeau alors que l'air est encore trop humide, et c'est pour ça que toutes ces peintures sont dégradées. Donc ça arrivait même aux Égyptiens. Et ça arrive encore, par exemple, ici, des caves. Souvent, on entrepose du matériel qui n'est pas fait pour aller dans une cave, déjà. Mais en plus, ça, c'était un bâtiment neuf où les bétons dans les sous-sols n'avaient pas fini de sécher et on avait du 80% d'humidité dans les caves qui a pourri tous les habits des nouveaux habitants. C'était une résidence où les appartements coûtaient plusieurs millions. Donc là, je ne vous explique pas les dégâts. Il y a même des tableaux qui avaient été touchés. Ça aussi, pareil, une petite extension de maison, tout simple, et puis des problèmes de moisissure dans un angle, et puis on ne comprenait pas d'où ça venait. Et en fait, il s'est avéré que c'est juste que le chantier n'avait pas fini de sécher. On avait fait tous des sondages pour voir s'il y a un problème d'étanchéité en toiture, tout ça, mais non, c'était juste un problème de gestion du chantier. Après, voilà, les problèmes classiques d'humidité de l'air ambiant, ou des fois c'est parce que l'usage des locaux n'est pas très adapté. Ça, c'est une expertise qu'on avait faite. Il y avait des terrariums, il y avait des tortues, c'était limite s'il n'y avait pas des crocodiles dans l'appartement. Donc là, il n'y avait pas de ventilation, donc je vous imaginez pas le taux d'humidité qu'il y avait à l'intérieur. Il y avait des moisissures partout. Ça, c'est un problème qu'on rencontre souvent de pied de façade, où, vous voyez, il y a du polystyrène, classiquement, qui est mis au pied de la façade. On le voit en bleu sur le détail, là-bas. Et en fait, le polystyrène avait été collé en plots. C'est-à-dire que celui qui pose l'isolation, il met 4 plots de colle de chaque côté, puis il met son polystyrène comme ça, sauf qu'on crée une lame d'air entre la maçonnerie et l'XPS. Et du coup, là, on avait de l'air extérieur qui s'infiltrait, qui contournait l'isolant et qui venait créer un gros pont de froid au pied de façade et qui créait plein de moisissures dans ces appartements tout neufs. Donc, la première couche de l'isolation de façade, c'est collage en plein, ce n'est pas une option. Ensuite, quelques exemples de qualité d'air intérieur. Bon, ça, je vais passer vite dessus parce que c'est le problème classique qu'on connaît, l'air qui est trop humide, les personnes qui n'aèrent pas assez, ou alors les murs qui sont trop froids. Puis on se retrouve avec des situations dans des appartements surpeuplés comme ça, avec des situations assez catastrophiques, où là, on commence à toucher un autre domaine, qui est le domaine de la qualité d'air intérieur, parce que quand on a des problèmes aussi importants que ça, de moisissure et d'humidité, c'est aussi qu'il y a une concentration d'autres polluants type COV, formaldéhyde, CO2, etc., qui sont aussi présents dans les logements. J'en ai terminé.